Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce pour cette actualité crypto, donc numéro 66. Donc écoutez les amis, j'espère que vous allez bien dans un premier temps, que vous passez un bon week-end, que vous êtes en forme là parce que c'est vrai que le marché crypto bouge beaucoup en ce moment, hein, et on va voir comment et pourquoi dans cette vidéo aussi. On voit que sur les actualités économiques, il y a aussi pas mal de choses à dire. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo, comme d'habitude, c'est de faire le point sur les projets crypto comme VeChain, le Bitcoin, également Cardano et on va voir Ultra aussi. Donc il y a des nouvelles assez intéressantes sur tous ces projets-là. Ensuite, comme d'habitude, je passerai aux actualités crypto où là aussi il y a des nouvelles assez sympas. Et enfin, j'embrayerai sur les actualités économiques où là c'est carrément moins sympa et vous allez voir, moins sympa carrément, hein. Il n'y a pas de chipotage à faire là-dessus, c'est sûr. Bon, bah écoutez, c'est parti, hein, et puis avant. Donc on va commencer par le Bitcoin avec le fameux et régulier post de BitMEX Research concernant les ETF au niveau des flux entrants et sortants. Et donc là, vous voyez, j'ai carrément la main sur les ETF, hein, le flux d'ETF sur le 14 mars 2024, on va dire le plus récent. Et regardez sur tous les gestionnaires d'actifs qui ont listé donc les ETF Bitcoin Spot, on a au 14 mars 2024, eh bien il n'y a tout simplement que BlackRock qui a fait du chiffre entre guillemets entrant sur les ETF Bitcoin Spot pour un total derrière de 132 millions de dollars injectés dans les ETF Bitcoin Spot. Donc c'est même un record vers le bas, mais c'est pas les plus mauvais chiffres qu'on ait jamais connus, hein, depuis le début, depuis le 11 janvier 2024. Mais on voit qu'il y a une petite baisse là au 14 mars 2024 et au 15 mars, je vous rassure, hein, c'est reparti à la hausse, mais j'ai pas les chiffres de BitMEX Research. Donc je vais attendre la semaine prochaine, on refera le point. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est là où ça devient intéressant, c'est que BlackRock est même en train d'atomiser de plus en plus, hein, Fidelity qui était on va dire, le seul concurrent qui s'accrochait un peu à la barque pour suivre le bateau qui grossit, hein, de BlackRock au niveau des ETF. Donc là, on voit que Grayscale aussi se font défoncer, hein, encore en continu. Pêcheurs, tous les jours, ils perdent des ETF Bitcoin Spot au profit de BlackRock. Et donc, on se retrouve désormais avec un marché pour Grayscale qui est passé en dessous des 50% de détention au niveau des ETF Bitcoin Spot. Donc là, Grayscale vraiment a perdu 50% du marché en 2 mois. Quand même assez phénoménal au profit de BlackRock qui, eux, ils se gavent, hein, bien évidemment. Donc au total, on a bien sûr une capitalisation, hein, je dis comme ça, hein, qui a augmenté encore pour les ETF Bitcoin Spot, puisqu'on a à peu près 12 milliards désormais de dollars injectés dans ce marché-là. Quand même une énormité, hein, en l'espace de 2 mois. Bon, donc ça c'était la première nouvelle d'introduction sur le Bitcoin. Après, on va passer dans l'aspect bull run. Je vous rappelle que le halving du Bitcoin, bon, vous le savez, hein, a lieu dans un mois, quasiment jour pour jour. Je crois que c'est 30 jours à quelque chose près. Après, ça dépendra bien sûr des blocs, hein, etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai un tweet de On-Chain College, comme vous pouvez le voir ici, où il montre donc un graphe tout simplement des bitcoins détenus par les plateformes exchange en général. Et regardez, on a atteint effectivement, comme le dit très justement On-Chain College, un record, on va dire vers le bas, hein, de détention sur les plateformes exchange de bitcoin. Donc ça, c'est, pour être précis, on est à 2,28 millions de BTC détenus par les plateformes exchange, ce qui est vraiment très bas. Et le dernier chiffre qu'on avait eu à ce niveau-là, c'était en mars 2018. Donc on peut dire que ça date un peu beaucoup, puisque c'était en fait même pas le précédent cycle de 2020, on va dire 2022 au niveau du bull run, c'était encore le cycle d'avant de 2017-2018. Donc là, on se rend compte tout simplement qu'il y a une véritable crise de confiance, et c'est normal, hein, avec l'affaire FTX et toutes les plateformes exchange qui ont coulé, notamment notre plateforme exchange qui, à Hong Kong, a fait un peu n'importe quoi là. Bon, voilà, entre parenthèses, hein. Et donc c'est vrai qu'on a une véritable perte de confiance de la part des investisseurs dans les plateformes exchange centralisées. Je ne compte même pas les déboires des Binance avec la SEC aux États-Unis, enfin voilà. Donc tout ça fait qu'on va vraiment entrer dans un cas intéressant, c'est que les bitcoins sont en train tout simplement de fuir
entre guillemets, hein, les plateformes exchange centralisées, et donc on se dirige vraiment vers une confrontation, si je puis dire, entre d'un côté le marché des ETF Bitcoin Spot détenus par les institutionnels comme BlackRock, et de l'autre côté les plateformes centralisées qui, un jour ou l'autre, vont être confrontées aux problèmes de liquidité. C'est de plus en plus évident, surtout que, je vous rappelle, comme on a le halving dans un mois, on va avoir la rémunération des mineurs qui sera divisée par 2 en termes de Bitcoin, et donc des flux de nouveaux Bitcoin entrants qui sera divisé par 2. Donc on commence à avoir vraiment une raréfaction de l'offre par rapport à la demande, et encore pire, on va avoir sur les plateformes exchange des problèmes de liquidité, et donc, eh bien, forcément, ça va impacter le prix. Et on va s'imaginer un petit peu dans quel sens, bien évidemment. Ça, c'est plutôt intéressant, et pour confirmer également ce que je vous dis, j'ai un autre article, cette fois de cointribune.com. La difficulté de minage du Bitcoin explose malgré l'effondrement du prix du Bitcoin. Donc effectivement, on a un record de 83,95 trillions de hachage, et donc je rappelle que ce chiffre-là, il est lié tout simplement au nombre de mineurs, entre guillemets, à travers le monde, pour le Bitcoin, hein. Et donc, plus il y a de mineurs, et plus la difficulté de minage est grande. Et donc, plus ce chiffre donc de hachage est grand. Ça veut dire que là, malgré le fait qu'on est à un pic, enfin, on n'est pas un pic, hein, mais on a dépassé l'ATH, je veux dire du Bitcoin. Donc, beaucoup de personnes pourraient penser qu'on a atteint un pic, ça va redescendre, etc. Eh bien non. C'est-à-dire qu'on a encore un engouement à tel point que des personnes investissent de plus en plus dans le minage du Bitcoin à travers leur matériel, etc. Et donc, font de plus en plus confiance à l'avenir du Bitcoin. Donc, c'est vrai que l'utopie, notamment de la Banque Centrale Européenne, comme quoi le Bitcoin ne sert à rien, va s'effondrer et retomber à zéro, eh bien, il est de moins en moins probable pour les raisons que je vous ai citées. Donc ça devient intéressant également, c'est que le Bitcoin, au final, eh bien, on est de plus en plus persuadé, sûr, hein, à travers ces faits-là, qu'il est là pour rester dans le temps, sur la durée. Bon. Première information. Allez, je continue. Donc ça, c'était pour le Bitcoin, et je vais repasser du coup au VeChain, avec notamment un premier tweet de la fondation VeChain qui font référence simplement à leur plateforme, un VBetter DAO, j'en ai déjà parlé, et surtout à leur hackathon qu'ils ont mis en place avec le partenariat avec EasyA, hein, vous savez, l'entreprise EasyA. Et dans ce cadre, eh bien, ça y est, ils ont annoncé, donc avec ce hackathon, qu'ils arrivaient à l'université de Cambridge, donc en plus de l'université d'Harvard, qu'ils avaient fait déjà l'année dernière. Donc là, on a l'université de Cambridge qui se mêle au hackathon. Donc on voit que là, c'est du lourd, hein, pour VeChain, puisque au total, on a à peu près 155 000 builders, constructeurs, hein, qui ont intégré ce hackathon, ou en tout cas l'application EasyA, pour développer des dApps sur l'écosystème du VeChain. Donc c'est du lourd, donc on voit que VeChain continue de grossir, hein, de plus en plus fort. Et puis voilà. Allez, je continue. Autre nouvelle intéressante, cette fois pour les Français, hein. Nous, on a une bonne nouvelle, c'est que ça y est, l'application VWorld qui n'était pas disponible est désormais disponible. C'est sûr et certain, parce que je suis allé vérifier sur, en tout cas, l'Apple Store. Et effectivement, on peut télécharger l'application VWorld. Enfin, voilà, deuxième information. Ensuite, troisième information, cette fois de Crypto Love, comme vous pouvez voir ici, et on a effectivement la Paris Blockchain Week qui se déroulera du 9 au 11 avril 2024, qui aura pour sponsor principal la fondation VeChain, rien que ça. Donc là, on voit effectivement que VeChain, en France, là, a mis vraiment le paquet sur les dernières semaines. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, parce qu'on a eu l'annonce la semaine dernière du nouvel ambassadeur, notamment de l'UFC en France. Ensuite, là, on a le Paris Blockchain Week qui est désormais, donc, on va dire, sponsorisé en majorité par la fondation VeChain. Donc ça, c'est plutôt intéressant ce qui se passe en France. Et on a l'application VWorld qui est sortie en France. Donc là, bonne nouvelle au niveau du VeChain pour la France. En tout cas, on voit qu'il y a une feuille de route exprès pour la France au niveau du VeChain. Bon, allez, je continue pour notre information. Donc toujours sur le VeChain. Et là, j'ai un tweet de Smart Crypto News, donc qui fait référence simplement à l'annonce du lancement du nouveau kit de développement, cette fois de la fondation VeChain, hein, ou JSDK. Et donc, ce SDK va permettre aux développeurs sur la fondation VeChain, sur l'écosystème VeChain,
d'avoir de nouveaux outils et de nouvelles ressources pour intégrer tout simplement la blockchain VeChain avec de nouvelles fonctionnalités dans leurs applications. Donc, on a encore une fois une nouvelle étape, hein, de franchie dans l'adoption de masse, si je puis dire, puisqu'on a une amélioration de l'expérience utilisateur, de l'expérience des développeurs sur le réseau, l'écosystème du VeChain. Donc c'est du lourd, encore une fois. Et ensuite, donc dernière information pour le VeChain, on a l'annonce d'un nouveau partenariat, cette fois entre Ubit. Donc je ne sais pas si vous connaissez Ubit, mais c'est tout ce qui est pour le paiement donc en crypto-monnaie, notamment dans des magasins. Exactement comme par exemple Visa, Mastercard, mais là c'est sans carte bancaire, c'est uniquement via le téléphone. Si je dis pas de bêtises, hein, mais évidemment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez à partir de votre téléphone et avec Ubit, bien payer dans des millions de magasins avec la crypto-monnaie VeChain désormais. Donc on a vraiment, comme le dit la Ubit, hein, officiellement, c'est qu'on est dans une nouvelle ère du paiement au niveau des crypto-monnaies. Et donc ce partenariat, voilà, s'inscrit dans les objectifs de VeChain et également dans l'utilisation et le bien de la société et de la blockchain qu'ils disent en tout cas, grosso modo. Donc ça, c'est du lourd, hein, parce que là, vraiment, on entre dans le cadre où, en plus de tout ce que offre le VeChain, son écosystème et la fondation, on a en plus, c'est vrai qu'on l'oublie souvent en arrière-plan, hein, mais on a le VeChain en tant que tel, le VET et le VTHO également, qui sont désormais de plus en plus mis en avant comme même une monnaie numérique, presque, puisque ça va permettre de payer vos courses, pourquoi pas à l'avenir si vous utilisez la technologie Ubit notamment. Donc là, on est vraiment dans une démarche où les crypto-monnaies, alors là, je fais référence à VeChain, mais même c'est valable pour toutes les blockchains, pour toutes les crypto-monnaies au final, c'est qu'on entre dans une ère où au final, bientôt, on aura peut-être de moins en moins besoin des monnaies fiat, hein, l'euro, le dollar, etc., puisqu'on pourra utiliser des crypto-monnaies du style VeChain ou autre. Là, c'est intéressant quand même, donc on s'imagine dans une utopie, dans 10, 20, 30 ans, on n'aura peut-être plus les monnaies dollars-euros qui de toute façon sont en train de s'effondrer littéralement. On le voit dans les pays où il y a les crises économiques, hein, notamment l'Argentine, le Venezuela, et toutes leurs monnaies s'effondrent, hein, monnaie fiat. Que font les citoyens? Se réfugient dans le Bitcoin, notamment. Donc c'est pas un hasard. Voilà, bon, allez, je continue cette fois avec un autre projet, le projet donc VV Digital Collectible. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé du nouveau NFT, nouveau drop qui allait sortir, donc qui représentait les gants de Joey Boxer Parker, hein, que vous pouvez voir ici, qui est un champion, vous voyez, de boxe, donc catégorie poids lourd, notamment, alors je sais plus s'il est Nouvelle-Zélande ou, bref, ça je suis pas sûr, hein, j'ai oublié. Mais en tout cas, voilà, vous avez désormais le sport qui a intégré donc VV Digital Collectible et il y a eu effectivement un énorme engouement derrière, il y a eu vraiment un impact marketing. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on va analyser les chiffres, les statistiques, je les ai toutes, hein. Et effectivement, il y a des gros impacts. Et déjà, on a un aperçu des statistiques puisqu'on a ici, il y a plus de 3 fois plus d'utilisateurs qui ont rejoint la waitlist pour acheter justement, pour accéder au drop sur les gants de Joseph Parker. Voilà. Et donc derrière, il y a une explosion des volumes également sur le marché secondaire. Donc on va analyser tout ça, mais d'abord, on va parler également d'une autre nouvelle aussi intéressante de la part de VV Digital Collectible, c'est qu'ils ont ouvert désormais une nouvelle application, un nouveau site internet spécialement dédié aux comics. Et donc j'ai, hop, voilà le site, hein, leur site internet, qui s'appelle VV Comics et qui est spécialement dédié, vous voyez, aux comics que vous pouvez acheter directement, du coup, désormais en ligne, sans peut-être même passer par l'application VV Digital Collectible. Donc, c'est plus intéressant. Là où c'est également intéressant, c'est qu'il y a également, en plus de ce site, donc l'application VV Comics Reader App que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Et donc, désormais, vous avez deux applications liées, développées par Ecomi, hein, l'entreprise. C'est VV Digital Collectibles, où vous pouvez acheter donc à la fois des collectibles 3D de licences comme Marvel, Batman, etc. en réalité augmentée. Et également acheter les comics, bien évidemment, hein, les NFT, et ensuite les projeter en version 3D. Et désormais, vous avez également du coup cette deuxième application, VV Comics Reader App, qui est spécialement dédiée
à la lecture des comics et qui fait également le lien que les identifiants que vous utilisez pour VV Digital Collectibles sont les mêmes que pour VV Comics Reader App. Donc les deux applications en fait sont en lien, communiquent entre elles par les API sûrement, et du coup votre portefeuille de NFT comics que vous avez acheté sur l'application VV Digital Collectibles, eh bien, se retrouve directement sur l'application VV Comics Reader App. Voilà, donc ça permet de mieux gérer tout simplement sa collection, et c'est vrai de mieux également mettre en avant tout l'aspect des comics sur l'application VV, parce que c'est vrai que l'application VV, en première vue, la première chose qu'on peut penser, c'est surtout les collectibles 3D, la réalité augmentée, le VVverse, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que les comics, ça a toujours été presque, en tout cas de mon point de vue, alors peut-être pas pour vous, mais en tout cas moi de mon point de vue, ça a toujours été peut-être en secondaire, avec un aspect un peu de collection. C'est vrai que j'ai jamais lu un seul NFT comics par exemple, sur l'application VV, je dois l'avouer. J'en ai quelques-uns, mais j'ai jamais lu, hein, de toute façon. Donc là, on entre dans une nouvelle démarche, je trouve intéressant, c'est presque, on a une sorte de iStore, là, comme sur l'iPhone, avec quelque chose dédié spécifiquement aux livres. Et d'ailleurs, il y a même, je suis allé jeter un coup d'œil du coup sur leur application VV Comics Reader App, il y a également les graphic novels qu'ils veulent mettre en place, et pourquoi pas, à l'avenir, on a tout un marché même sur les livres, pourquoi pas, hein, on pourra, là on peut tout imaginer, on peut imaginer tout le secteur des bandes dessinées, également pourquoi pas des livres en NFT, ma foi. Voilà, donc là on a vraiment un nouveau marché hein, qui s'ouvre, qui se développe pour VV Digital Collectible. Et donc tout ça, bah, ça fait du bruit, hein. On va voir comment et pourquoi, puisque là j'ai les statistiques comme d'habitude hein, sur VV Feed de l'application VV. Voilà, donc on a sur un jour sur l'autre, vous voyez, donc on est en baisse, mais après je vais prendre les statistiques en semaine. Là, on voit qu'on est plutôt en hausse d'une semaine à l'autre. Et enfin, sur le mois, là, c'est carrément une explosion, puisqu'on a, par exemple, le chiffre d'affaires qui a bondi de 4%, et surtout, les portefeuilles actifs qui ont monté de 1,17%. Et même plus, parce que moi, j'avais en tête, je crois que la dernière fois que j'ai vu ce chiffre-là, ou peut-être il y a 2 semaines, c'était à 14 000 portefeuilles actifs. Donc là, on a 16 000, donc c'est vraiment pas mal, il y a une belle augmentation. Et surtout, on va voir maintenant les statistiques. Vous voyez, eh ben, il s'est passé quelque chose. Parce que regardez, sur les transactions sur 30 jours, on a tout simplement une petite explosion, puisqu'on est passé de 10 000, donc en 14 mars, à tout simplement, au 15 mars, 20 000. Donc on a doublé, tout simplement, le nombre de transactions sur le marché primaire. J'imagine que ça, c'est le marché primaire, où c'est toutes les transactions confondues. Bref. Voilà, donc là, ça concerne vraiment au total. Et regardez les comics. Les comics, c'est littéralement explosé. Alors, est-ce que c'est justement la plateforme? Ben, j'imagine, puisque la plateforme, elle date justement il y a quelques jours. Donc, c'est pour ça, peut-être qu'on est en train d'accéder, grâce à cet aspect du fait que les comics soient désormais disponibles en ligne via Google, et que ce soit plus forcément, on est obligé de passer par VV Digital Collectible, par l'application, etc., pour accéder aux comics. Peut-être que ça change tout. Ma foi, en tout cas, il a l'air d'y avoir du changement. Et là, c'est vrai que c'est très intéressant, même pour, j'imagine, pour vous, investisseurs dans le HOMI, ou même si vous achetez des collectibles 3D, puisque là, on a visiblement un impact sur le fait que l'entreprise Ecomi est en train de repartir là, juste avant le bull run, plutôt à la hausse. Pareil, donc là, vous voyez, j'ai les transactions par rareté, ça a augmenté, ça a même explosé, hein, on va pas se cacher les choses. Au niveau des achats en gemmes, alors regardez, c'est là où je vous dis, il y a peut-être le lien entre, qu'on est vraiment sur les comics, c'est que le chiffre d'affaires, par contre, lui, n'a pas vraiment explosé. Il n'y a pas un changement phénoménal sur la même période. On a 109 000 $. Donc peut-être que quand vous achetez directement sur le site en ligne, ce n'est pas en gemmes, c'est directement en dollars. Donc là, on a effectivement un vrai découplage de l'application VV en termes de chiffre d'affaires avec les gemmes. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'analyse hein, avec les statistiques. Après, je peux me tromper, bien évidemment. Je dis, hein, je n'ai pas la science infuse, je le rappelle, et bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Hein. Je le rappelle également, au passage, il faut faire vos propres recherches, les amis, hein, très important. Bon, voilà, donc là, on voit qu'au niveau du chiffre d'affaires, c'est plutôt resté stable, en fait.
au niveau de ce niveau-là. Au niveau des portefeuilles actifs, on voit que là, il y a une explosion. Regardez, on est passé au 11 mars de 1356 portefeuilles actifs à 4075. On a une explosion et depuis, ça rebaisse un peu. Vous voyez? Et ensuite, donc on a eu l'airdrop, on s'en fout, et le market cap. Voilà. Alors, le market cap, là, je sais pas ce qui s'est passé, explosé. Donc le market cap de VV, je rappelle que ce sont les prix des collectibles 3D, enfin, ou des bandes dessinées, hein. Donc là, on se rend compte que depuis qu'ils ont mis en place cette plateforme, donc VV Reader, VV Comics, pardon, eh bien, il se passe quelque chose, ça a eu un impact sur les prix du marché des collectibles 3D et des bandes dessinées sur l'application VV. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on a une augmentation légère, hein, on va dire légère, des portefeuilles uniques, en fait, de nouveaux entrants, hein, de nouveaux portefeuilles sur l'application VV. Mais surtout, regardez, là où ça devient très intéressant, c'est le marché secondaire. Le marché secondaire, lui, il a littéralement explosé. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, parce que j'ai du mal à comprendre si c'est uniquement l'application VV Comics qui fait ça, ou honnêtement, je ne sais pas s'ils ont gagné la visibilité, ce qui s'est passé, mais là, on est passé de, vous voyez, au 14 mars à 367 000 transactions sur le marché secondaire à presque 3 millions en une journée. Donc là, il va falloir m'expliquer un petit peu. J'avoue que j'ai pas la réponse parce que je ne sais pas si c'est effectivement cette application VV Comics qui d'un coup a explosé. Mais là, il se passe quelque chose. Et c'est sûrement cette explosion des transactions sur le marché secondaire qui a fait exploser, hein, bien évidemment, le market cap des collectibles 3D ou uniquement des comics peut-être sur l'application VV. Puisque, je rappelle, hein, forcément, toute logique que la demande est corrélée à l'offre. Donc, plus il y a de demande, et plus les prix sont grands. Et donc, le market cap est grand. Voilà, donc c'est plutôt intéressant ce qui se passe. C'est évidemment, je vais vous le dire, hein, c'est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que l'engouement peut être en train de repartir pour l'application VV, alors qu'elle était en train de décroître, hein, on l'a vu, hein, au fur et à mesure du temps. Donc peut-être que là, l'entreprise Ecomi tient le bon bout, je sais pas. Honnêtement, on va voir ce que ça donne sur le temps, hein, bien évidemment. Mais là, on a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, et donc on verra la semaine prochaine si cette explosion est en continu ou si c'est uniquement très spontané, très temporaire. Voilà. Bon, c'est tout, ce sera tout pour l'application VV, et puis sinon je vais continuer au prochain projet, c'est-à-dire Ultra, et notamment, vous voyez, avec le récapitulatif de ce qui s'est passé en février 2024. Intéressant avec Ultra, c'est qu'ils font le point tous les mois sur leurs avancements. Et donc le premier point, donc c'est carrément mis la main, hein, sur l'article Medium qu'ils ont relayé sur leur Twitter. Et donc la première chose à noter, c'est justement donc la roadmap, j'en avais déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus parce que plutôt ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Mais grosso modo, ça y est, ils ont déjà atteint des points qu'ils avaient annoncés dans leur roadmap de 2024. Et notamment, c'est la présence du Ultra Games sur le web. Donc, je l'ai devant moi, hein, parce que je vous le montre, c'est ça. Donc, c'est Ultra Games, vous voyez, c'est directement accessible à partir de Google, donc sur votre navigateur Internet. Et donc, vous pouvez accéder en ligne, directement sur le web, à tous les jeux, vous voyez, qui sont présents sur la plateforme Ultra. Donc, vous voyez, vous avez même des jeux gratuits, comme vous pouvez le voir, que vous pouvez ensuite partager les liens, etc., avec d'autres personnes. Donc c'est hyper intéressant parce que là, on approche de plus en plus de la qualité marketing en fait de Steam, hein, du concurrent principal de Ultra Games, bien évidemment, le leader, hein, incontesté pour l'instant, incontestable encore. Peut-être plus pour longtemps avec du coup Ultra Games qui arrive, mais voilà. Donc du moins, on voit que là, ça fait des pas de géant, hein, pour Ultra depuis 2023, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'ils respectent les jalons qu'ils annoncent. Et ça, c'est vraiment un très bon signe pour une entreprise de ce calibre-là. Et ce n'est pas tout, parce que là, on a donc le Ultra Games qui est présent sur désormais le web, mais on a également le Ultra Arena qui est désormais également présent. Donc ils ont vraiment fait les choses comme il fallait, hein, comme ils l'ont annoncé en tout cas. Comme il fallait, je ne sais pas, mais comme ils l'ont annoncé, puisqu'on a également le Ultra Arena, c'est-à-dire tout ce qui est la plateforme de e-sport
sur le web également. Donc vous voyez, je suis sur le lien ultraarena.io, tournament, enfin les tournois, et donc là vous avez notamment, bien, avec une énorme facilité, hein, accès au planning quelque part, au prochain tournoi e-sport organisé par le Ultra Arena. Et donc le prochain tournoi, ce sera avec Axie Infinity. Donc on note également que Axie Infinity, c'est quand même très connu. Et on voit qu'ils ont vraiment un partenariat en plus, hein, avec Axie Infinity. Et ils ont également un prochain, alors là je sais pas ce que c'est, le Dark Country Arena. Aucune idée de ce que c'est, mais voilà. En tout cas, l'idée est là, donc ça c'est très intéressant. J'en reviens à l'article, donc on voit effectivement, je vous l'ai dit, au niveau des NFT, donc Ultra, et même des partenariats, de la visibilité Ultra prend de plus en plus d'ampleur, parce qu'ils sont également présents à Paris. Donc on voit que la France a de plus en plus de billes, hein, quand même, de plus en plus d'attractivité au niveau de la blockchain, des NFT et tout. Ça, c'est une très bonne nouvelle, hein, au moins qu'on ait ça, nous, la France, là. Enfin, je ne vais pas cracher sur l'économie de la France, mais là, en ce moment, on va voir d'ailleurs dans l'actu économique, hein, ça va pas très fort. Donc, autant qu'on ait des bonnes nouvelles, au moins, sur le point de la blockchain. Parce que cette technologie-là, faut vraiment la maîtriser, ou au moins avoir la souveraineté française, au minimum. Ça, c'est pas gagné quand on va voir un peu les actualités économiques, technologiques. C'est pas gagné. Bon, donc là, on voit effectivement qu'ils ont annoncé leur partenariat justement avec Animoca. Donc, Animoca, je rappelle que c'est le studio derrière Axie Infinity et également Sandbox. Donc, on voit qu'on va avoir peut-être des jeux ou du moins un accès à la plateforme Sandbox directement sur Ultra, peut-être. Je dis bien peut-être. Après, ça reste à voir comment ils vont concrétiser ces partenariats. Bien sûr, ils ont reparlé de leur projet Citadel, c'est-à-dire, vous savez, de leur jeu vidéo exclusif qui a été développé par la plateforme Ultra et qui sera sorti en exclusivité en 2024 sur la plateforme Ultra. Donc là aussi, effectivement, ça avance très bien et donc la sortie de ce jeu, toujours prévue, hein, pour 2024. Et ensuite, ils ont parlé des améliorations du développement au niveau, eh bien, de l'expérience utilisateur, notamment avec le client Electron qui a été déployé en version 1.0 sur la plateforme Ultra. Voilà, donc c'est un peu les grandes lignes, hein, pour février. Donc, bon, bah, prochaine mise à jour que je ferai sur ce projet, ce sera bah, pour la note de mars 2024, ou s'il y a d'autres nouvelles entre-temps, je vous le dirai, bien évidemment. Allez, je continue, cette fois je vais passer à Cardano. Donc Cardano, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'en ai pas parlé, donc pour faire le point, parce qu'il y a des choses très intéressantes là qui s'alignent pour Cardano. La première information, c'est qu'on a, vous voyez, le graphique régulièrement mis à jour par Proof of Cardano, donc toutes les semaines, sur le développement, parce que je rappelle que GitHub est quelque part une plateforme qui mesure l'activité de développement sur les projets, n'importe lesquels. Et donc là, quand on se base sur le projet de Cardano, eh bien, on a vraiment l'activité des sous-projets de Cardano, avec notamment le projet Aiken, vous avez Hydra, Mithril, Yoroi, enfin, et ainsi de suite. Et donc, on voit que là, en ce moment, le projet le plus travaillé, entre guillemets, sur la plateforme, enfin, sur la blockchain Cardano, c'est le projet Aiken, que je ne connais pas du tout, je n'en avais d'ailleurs jamais parlé, je pense. Enfin, même sûr, hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai creusé le sujet. Donc, peut-être que vous connaissez, mais moi, en tout cas, je ne connaissais pas du tout ce projet-là. C'est pour ça que je me suis renseigné. Et donc là, vous voyez, je suis sur Cardano Docs directement. Et donc, on en apprend plus sur Aiken. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un nouveau langage de programmation pour les développeurs. Donc, c'est un outil, en fait, de développement pour les smart contracts sur la blockchain de Cardano qui vise à simplifier, je vous la fais en cours, je la fais courte, hein, à simplifier le travail des développeurs sur la blockchain Cardano pour développer donc les smart contracts. Donc ça, c'est un bon point. Et donc pour en revenir au graphique, on voit que ce projet-là, c'est vraiment en ce moment le carton, hein. C'est le projet le plus travaillé sur la plateforme, enfin sur la blockchain Cardano. Et derrière viennent Hydra et Mithril. Et donc là, c'est pour ça, on va voir un petit peu ces deux sous-projets où on en est. Mais avant, bien sûr, j'ai oublié de vous en parler, j'ai un tweet de Charles Hoskinson. Donc c'est une avancée, en plus c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est une avancée majeure pour la blockchain de Cardano,
puisque là, Charles Hoskinson, en fait, tout simplement, fait référence à une intégration de la blockchain Cardano sur Firefly, notamment avec le Firefly node. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la blockchain Cardano est prête pour faciliter, en fait, son intégration pour les applications décentralisées quelque part. Et donc, tout ce qui est l'aspect de finance décentralisée, fournisseurs de paiement peut-être, etc. Donc, on a vraiment une utilité concrète pour cette avancée majeure, et donc ça, c'est dans le même cadre que le Mithril, Hydra, etc. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ensuite, pour en revenir, du coup, hein, voilà, à Mithril et Hydra, donc là, j'ai également le rapport du développement, donc vous voyez, du 8 mars et du 1 mars. Donc, on a vraiment le comparatif, et c'est un tweet de Chris O qui a fait qui a permis le comparatif. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, on a 160 projets qui ont été lancés déjà sur la blockchain Cardano, mais surtout très intéressant, c'est que déjà au 1er mars 2024, on était à 300 projets au niveau du Catalyst qui sont en mode onboarding, c'est-à-dire qu'ils sont pas loin d'être lancés tout simplement sur la plateforme Cardano. Donc là, on passerait potentiellement de 160 projets à 460 projets. Donc là, on voit bien que la blockchain Cardano, elle a deux doigts d'ouvrir les vannes hein, sur le barrage, de laisser passer l'utilité au niveau de l'eau. Hein. Bon, enfin, faire la métaphore avec le barrage. Et donc, du coup, avec ça, on voit bien que là, la différence, donc les chiffres n'ont pas trop évolué, mais ont quand même évolué un petit peu à la hausse. Donc, on voit par exemple qu'on est de 86,3 millions de transactions, on est passé à 86,8. Donc, on voit bien que la blockchain Cardano se dirige quand même toujours vers le haut, on le voit bien. Et surtout derrière, là où je trouvais très intéressant, donc après on a des choses qui ont évolué, hein, des petits avancements là-dessus au niveau du first joint notamment, c'est la seule chose que j'ai noté de vraiment très notable hein, au niveau de l'avancée au 8 mars 2024, c'est tout simplement le rapport donc, que j'ai ici entre le projet Hydra et le projet Mithril. Donc on a vraiment un rapport conjoint avec, vous voyez, les ingénieurs simplement développement, senior software engineer qu'on peut voir, etc., qui sont directement notifiés, qui ont sûrement fait le rapport eux-mêmes et qui appartiennent bien évidemment à Cardano, donc la fondation de Cardano ou autre, ou Emurgo peut-être, ou en tout cas voilà. Donc ils font vraiment un distinguo entre Mithril et Hydra, donc notamment Mithril, vous voyez, vous avez une avancée majeure également sur ce sous-projet-là, puisque vous avez désormais, on voit concrètement hein, de plus en plus l'aboutissement de ce qu'ils appellent le proof of concept au niveau des transactions signées sur Cardano. Donc là, on voit que le schéma final, quand la mise à jour Mithril sera en mainnet, hein, si je puis dire, c'est-à-dire sera sorti définitivement, eh bien on aura ce fonctionnement-là, c'est-à-dire qu'on aura un concept de preuve, donc proof of concept, vous voyez. Et derrière, on aura l'aspect de signature, et donc un mélange des deux qui permettra, au milieu, on aura les agrégateurs du Mithril. Donc cet ensemble-là va permettre tout simplement d'améliorer le fonctionnement de la blockchain Cardano, hein, pour vous faire vraiment le système grossier. Mais en tout cas, on comprend que là, on est vraiment à deux doigts de valider tout simplement là le projet Mithril, clairement. Et ensuite, vous avez le projet Hydra. Alors là, c'est vraiment marrant de voir en fait, puisqu'on a vraiment l'emploi du temps précisément des ingénieurs de développement et des développeurs, puisqu'ils ont mis leur calendrier à l'arrache comme ça, donc imbipable, bien sûr, on n'y comprend rien. Donc heureusement, ils ont fait la conclusion derrière, et donc ils ont fait ils ont des mises à jour sur le projet Hydra, notamment ils ont déployé l'Explorer, tout ce qui est bon pour l'avancée du projet Hydra, mais surtout c'est ce qu'ils appellent, alors moi ça m'a intéressé, parce que je vous le cache pas, hein, là on parle chinois déjà, c'est-à-dire tout ce qui est développement informatique, c'est vraiment pas ma partie. J'ai eu une formation, vous savez, hein, donc d'ingénieur, mais pas du tout spécialisé dans tout ce qui est développement informatique. Donc là, j'y comprends rien. Donc après, c'est très intéressant, bien évidemment. Mais en tout cas, là où ce que j'ai noté, c'est qu'ils ont parlé à un moment d'un hard fork
et notamment de la mise à jour Conway. Voilà, donc ils en ont parlé à un moment. Tac, tac, voilà. Le Conway, c'est écrit ici. Et donc, c'est ce mois-ci. Donc, ça veut dire que les deux projets, vous voyez, donc on a bien un travail conjoint entre Mithril et Hydra pour se focaliser sur la sortie, ce mois-ci notamment, hein, de Conway. Voilà. Et donc, avec ça, on a vraiment, je pense, la première étape, parce qu'ils parlent bien évidemment en conclusion, ils disent qu'il n'y a pas de date encore de sortie. On précise bien que ça, c'est la première étape pour vraiment lancer définitivement ensuite les sous-projets Mithril et Hydra. Mais d'abord, ils vont devoir mettre en place le hard fork Conway sur le testnet, vous voyez. Et bon, ils n'ont pas de date. Donc, s'ils annoncent pas de date pour ce mois-ci, c'est que c'est quand même mal parti pour avoir une sortie testnet pour mars. Donc, surtout qu'on est au 16 mars en plus entre-temps. Donc, je pense que ce sera peut-être, en tout cas dans les mois qui viennent, c'est sûr, et que c'est plutôt bien parti, puisque là, on a effectivement, ils vont sortir ce HARSFOC quand il y aura le système de certification de Proof of Concept, j'imagine que vous en ai parlé tout à l'heure là, sur la partie Mithril, et où il y aura toutes les avancées également sur Hydra, avec tout leur baratin de développeurs, rien compris. Mais sinon, voilà, en tout cas, pour vous dire, en conclusion, c'est plutôt bien parti, ça a l'air d'être vraiment dans les cartons pour les deux projets au final, et donc surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on note que comme c'est un projet conjoint, et donc on aura peut-être la sortie des deux projets en même temps, deux sous-projets. Mais je note, hein, je vous rappelle, il n'y a pas de date encore de sortie précisée. Ça c'est dommage, mais bon, on va voir. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un sujet très compliqué, un Cardano, parce que j'avais déjà montré la vidéo hein, pour ceux qui l'ont vu. Ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Cardano. C'est vrai que c'est un projet qui est extrêmement complexe au niveau des formules mathématiques, de la recherche avancée, etc. Parce que là, on a un niveau vraiment équivalent à la NASA ou la NSA, enfin bref, toutes les agences qui recrutent les meilleurs mathématiciens du monde, etc. Clairement, au niveau de la recherche. Donc, c'est pour ça que derrière, on a vraiment des choses lunaires hein, sur le développement de leurs sous-projets, et notamment Hydra, si Hydra sort un jour, c'est bien parti, je rappelle, c'est pour propulser les transactions par seconde sur la blockchain Cardano à 1 million de transactions par seconde. C'est-à-dire que si on en arrive à un stade, à ce niveau-là, un jour, Cardano sera la meilleure blockchain au monde, sans comparaison possible, et de loin, au niveau des TPS. Clairement. Voilà, pour rappeler le concept, simplement. Allez, je continue les amis avec cette fois donc les actualités en crypto plus générales, on va embrayer. Hop, et donc notamment avec un premier article de journalducoin.com. Donc vous avez sûrement entendu parler de la mise à jour donc Kanken de Neb sur Ethereum. Effectivement, les frais de transaction ont été divisés par 1000 sur les layers 2. Donc là, c'est hyper intéressant parce que ça y est, on voit bien qu'il y a de plus en plus une démocratisation de tout ce qui est l'aspect d'accessibilité aux blockchains. Et notamment, c'est vrai que la blockchain Ethereum, qui est un massacre, hein, clairement, et qui est toujours un massacre sur ta layer 1, hein, il suffit d'aller faire une transaction sur la blockchain principale d'Ethereum pour payer au minimum, pour la moindre transaction, vous payez aujourd'hui 20 €, quoi. Bon, donc effectivement, c'est un gros frein à l'adoption de masse, parce que vous ne pouvez pas payer 20 € sur un frais de transaction si, imaginez, vous voulez juste payer 10 € de crypto-monnaie, donc c'est pas possible. Donc là, il y a un vrai problème, mais en tout cas, sur les layers 2, ça y est, c'est déjà ce problème-là est réglé. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans une phase où plus le temps passe et plus les développeurs sont en train de révolutionner les blockchains au niveau technique, quelle qu'elle soit. Il n'y a que le Bitcoin pour l'instant qui n'arrive pas, où les développeurs n'arrivent pas trop à gérer ce problème-là, parce que le Bitcoin c'est un peu compliqué, même très compliqué, de faire des mises à jour dessus pour les développeurs. Mais après Ethereum, en tout cas, les développeurs y arrivent pour l'instant et on le voit à travers cette nouvelle mise à jour. Allez, je continue, donc prochain article, hop, prochaine nouvelle, donc là c'est une bonne nouvelle également, c'est que si vous voulez vous expatrier de la France parce que vous en avez marre, ou pour X raison vous ne voulez pas payer
vos 30% de taxes, eh bien la Thaïlande met fin à l'impôt sur le revenu pour les gains en crypto-monnaie. Voilà, donc là on voit qu'on a de plus en plus de pays également qui ont compris que pour attirer les investisseurs étrangers et pour attirer les capitaux, il fallait faire quelque chose à ce niveau-là. Et donc, eh bien, la Thaïlande s'y met. Ensuite, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas le seul pays. Donc là, j'ai également le Salvador qui est définitivement en avance sur son temps, parce que là, j'ai un article de Coin Academy. El Salvador supprime l'impôt sur le revenu pour les investissements à l'étranger. Ah, donc, il prend des mesures révolutionnaires pour stimuler son économie en supprimant l'impôt sur le revenu pour les investissements étrangers. Donc, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit que Salvador, c'est pas exactement la même chose, hein, bien sûr, que la Thaïlande, qu'elle supprime carrément avec les taxes sur les crypto-monnaies. Là, c'est différent, mais on voit que Salvador sont vraiment dans une politique économique bien plus favorable en fait à leurs citoyens quelque part que n'importe quel pays au final dans le monde. Ça, c'est intéressant. Donc, je serais très curieux de savoir dans quelques années quel sera le résultat sûrement positif. Déjà, je prends mon petit pari là-dessus. Puisqu'on voit déjà qu'ils ont fait le pari du Bitcoin il y a quelques années, tout le monde se foutait de leur gueule. Bah, on voit qu'aujourd'hui, leur investissement leur a déjà rapporté plus d'argent que leur avait coûté à la base. Et en plus, derrière, ils prennent des mesures plutôt innovantes par rapport aux autres pays sur ces aspects-là. Bon, c'est plutôt intéressant quand même à remarquer. Donc ce sera tout pour les actualités crypto aujourd'hui les amis, et maintenant je vais passer aux actualités économiques. Alors là, accrochez-vous, parce que c'est compliqué. Donc je vais commencer par un premier article de latribune.fr, donc croissance en panne, chômage en hausse, l'INSEE noircit ses prévisions pour 2024 pour la France, vous l'avez compris. Donc effectivement, donc là on a dégradé, l'INSEE a dégradé sa prévision de croissance au premier trimestre à 0%. Donc, je ne sais pas si vous imaginez quand même, donc, la France, on est carrément à 0% de croissance. C'est une catastrophe en fait. Là en fait on est à deux doigts vraiment de la récession et même de l'inverse de la croissance. J'ai même pas envie de vous donner le mot, tellement c'est une catastrophe au niveau économique. Et donc on a une demande à tonnes, l'économie française peine à créer des emplois, donc on a un problème au niveau des emplois, donc le chômage aurait continué à grimper. Enfin là, on se dirige vers un contexte économique, nous, la France, l'Europe en fait, faut pas rêver, tout le monde est concerné en Europe, pas très bon. Bon, et donc, c'est là où moi, ça m'inquiète un peu, dans le sens où derrière, hop, notre nouvelle, alors ça c'est vrai que avant d'accéder à l'autre nouvelle, je voulais faire le point là-dessus, parce qu'encore une fois, on voit qu'on a un vrai problème avec nos politiques, c'est que donc un article de Marianne, Mistral AI, donc l'intelligence artificielle, pourquoi la souveraineté française dans l'intelligence artificielle est déjà presque enterrée. Donc on l'a vu qu'en ce moment, depuis 2022-2023, avec l'émergence de ChatGPT, on a un vrai sujet, un nouveau paradigme social sur l'intelligence artificielle. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, forcément, c'est-à-dire que là, demain, les nouveaux canaux d'acquisition de capitaux, ce sera par les entreprises liées de près ou de loin à l'intelligence artificielle. On l'a vu avec le presque bull run de l'intelligence artificielle, des cryptos en tout cas liés de près ou de loin, comme le fait, notamment Agix, etc., là, qui ont explosé en quelques semaines récemment. On l'a vu avec Nvidia qui est en train de massacrer à elle toute seule l'entreprise, le marché boursier américain, qui aujourd'hui a dépassé même plusieurs entreprises en termes de capitalisation boursière. Donc on voit que l'intelligence artificielle, c'est vraiment le sujet du moment. Et donc nous, en France, on a une pépite qui s'appelle Mistral AI. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle a déjà été en partie rachetée par Microsoft, c'est-à-dire par les Américains. Donc c'est toujours pareil en fait. Donc tout ce qui est bon pour la France, pour sa souveraineté, c'est assez phénoménal de voir qu'on se le fait presque voler, chourer. Voilà, pour le coup, on ne se l'est pas fait voler, on l'a vendu. Alors c'est nous qui vendons nos propres pépites. Franchement, donc moi personnellement, j'avoue que c'est quelque chose que je comprends pas. Et là, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils font, par exemple, au gouvernement? Ils pourraient pas faire mieux que de vendre notre pays, quoi. Voilà. Bref. Donc, je vais pas continuer là-dessus, parce que bon, ça sert à rien de débat, je vous donne l'information là-dessus, et à la limite, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Et ensuite, donc allez, moi, je repars sur donc l'économie, donc l'inflation, au niveau de latribune.fr, un deuxième article. Donc États-Unis, l'inflation est repartie à la hausse en février.
Voilà. Donc là, c'est pas bon parce qu'on voit bien que avec la politique des banques centrales actuellement, c'est déjà de préparer pour un éventuel retour en atterrissage en douceur pour les taux directeurs, pour les faire baisser. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème, c'est qu'avec la hausse des taux directeurs et avec le plafond qu'il y a quasiment les taux directeurs qui sont très hauts, eh bien, il y a forcément un impact sur l'économie des pays. Et notamment, nous, on l'a vu en France, on a une croissance qui est catastrophique, même il y a 0%, hein, carrément. Donc, tout ça, ça montre qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de marge de manœuvre avec les taux directeurs des banques centrales, notamment de la Banque Centrale Européenne, sur la durée, hein, pour les maintenir aussi hauts. Parce qu'à un moment, on va devoir forcément les baisser pour redesserrer l'économie, au final même de l'Europe, de la France. Sinon, notre croissance, on va passer en récession, en décroissance même. Et donc là, on voit bien que ce que c'est un peu en train ce qui est en train de se passer, comme je vous l'ai montré dans le premier article de la Tribune.fr, le problème, c'est que on pourrait se dire, bon, l'inflation, comme on le dit depuis le début, enfin depuis quelques mois, elle baisse, notamment en France, et donc du coup, ça veut dire que les taux directeurs font effet. Et donc, pas de problème, tant que l'inflation baisse, eh bien, on va pouvoir baisser également les taux directeurs. Sauf que là, on a une nouvelle des États-Unis, c'est que l'inflation est en train de repartir à la hausse. Donc ça veut dire que malgré le fait qu'on n'a pas encore commencé à baisser les taux directeurs, on a malgré tout l'inflation qui repart à la hausse outre-Atlantique, hein. Donc là, effectivement, c'est vraiment aux États-Unis. Mais le problème, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, ça va nous concerner aussi en Europe. Parce qu'en général, on a quand même des choses, on a des politiques qui sont liées. On l'a vu, c'est-à-dire que dès que la Fed, la Réserve fédérale américaine, a fait un mouvement sur ses taux directeurs, l'Europe, à quelques mois après, a fait pareil. Et c'est à peu près comme ça pour tout, de toute façon, même au niveau de la guerre russe-Ukraine, etc. Bref, nos sujets. Mais en tout cas, on voit bien que là, si l'inflation repart à la hausse aux États-Unis, c'est qu'il y a un problème, même à l'échelle mondiale, hein, au niveau de l'économie, et que nous, on risque, c'est ce que je vous dis depuis le début, et c'est ce que je crains depuis le début, c'est qu'on repartirait sur une deuxième vague d'inflation, exactement comme en 1970, enfin 1973 pour être précis, lors du choc pétrolier. On a vu une première vague d'inflation, à peu près à 10-12%, une baisse, tout le monde avait respiré, c'est bon, le choc est passé, et puis finalement on était reparti sur une deuxième vague d'inflation qui était plus haute que la précédente. Voilà, et donc là, je crains qu'on se dirige vers, peut-être pas sur une vague d'inflation plus haute que la précédente, bien évidemment, mais en tout cas sur une nouvelle petite hausse peut-être au minimum de l'inflation même en France, et donc que nos taux directeurs, on soit obligés en fait de les maintenir hauts pour essayer de réguler quand même l'inflation. Ou même de les augmenter, pourquoi pas, dans le pire des cas. Mais on ne pourra pas les augmenter non plus, parce que sinon là on coule l'économie française. Donc là on se rend compte que la Banque Centrale Européenne est de plus en plus bien prise au piège au final de sa propre politique et de l'inflation. C'est ça que ça veut dire. Voilà. En tout cas, c'est ce qui risque de se passer. Parce que nous, en France, pour l'instant, on n'a pas de retour de l'inflation. On est vraiment... Là, on a l'inflation qui stagne aux alentours de 3%. Hein. Mais c'est pas gagné, quoi. Le combat est loin d'être fini. Bon. Et donc, maintenant, on va passer, je passe à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer dernière petite information. Donc, vraiment, là, je suis sur boursedirect.fr avec l'indice du S&P 500, hein, notamment aux États-Unis. Vous voyez, le Chicago Mercantile Exchange. Et là, je vais juste faire le point et vous montrer pourquoi, à mon sens, on est vraiment dans une ère de 1929, on a vraiment un air du déjà vu. Parce que vous voyez qu'en 5 ans, on a tout simplement doublé la valeur de la bourse. Et de toutes les bourses. C'est-à-dire que là, je vous montre le S&P 500, mais je peux vous montrer le Nasdaq. C'est exactement la même courbe quasiment sur... enfin, c'est pas la même courbe, mais c'est la même évolution. Ça fait un x2 en termes de capitalisation boursière sur le Nasdaq. Pareil sur le Dow Jones. Et ça en 5 ans. Donc là, on voit bien qu'il se passe quelque chose, c'est qu'on a d'un côté les bourses américaines, notamment, qui sont en train d'exploser, en leader, grâce à notamment Nvidia et toutes les entreprises, il y a l'intelligence artificielle, et de l'autre côté, on a nos économies qui sont à la ramasse, l'inflation repart à la hausse aux États-Unis, donc on voit qu'il y a une décorrélation très forte entre finalement la valeur boursière de cet ensemble de l'économie,
et la véritable valeur de l'économie réelle, au niveau de l'industrie, du chômage, etc. Et donc cette décorrélation, pour moi, me fait vraiment penser à 1929, où on va se péter la figure, on va se manger un mur. C'est-à-dire que cette courbe-là, je ne serais pas étonné que dans les mois qui viennent, on se prenne vraiment un crash boursier, hein. Alors, je vous le dis, je vous le rappelle, je n'ai pas la science infuse. Juste là, c'est mon avis personnel que je vous mets en avant, avec mon raisonnement, hein. Voilà, que vous pouvez apprécier ou non, hein, c'est libre à vous. Mais en tout cas, moi, mon avis, voilà, que je vous dis, c'est pour ces raisons-là, je trouve qu'on se précipite de plus en plus rapidement vers la possibilité d'un crash boursier majeur qui viendrait des États-Unis et qui contaminerait bien évidemment, hein, le reste du monde, comme en 1929. Et là où, encore pire, je trouve qu'on se dirige vraiment vers ce scénario-là, c'est que qu'est-ce qui s'est passé en 1929? Qu'ont fait les pays pour anticiper, même pas pour anticiper, pour essayer de résoudre la crise, ou du moins, ça a été une conséquence du crash boursier, la déstabilisation géopolitique à l'époque en 1929, et bien ça a conduit à la Seconde Guerre mondiale, 1939 ensuite. Donc on a eu 1929 crash boursier, pendant 10 ans on a eu un crash des économies où les pays ne sont pas arrivés à résoudre le problème, et finalement, toute cette déstabilisation géopolitique a mené à l'essor d'extrêmes, notamment donc de Hitler, etc. Et derrière, on sait ce qui s'est passé, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la Seconde Guerre mondiale qui a résolu le problème. Et donc quand je vois cet aspect-là, et que je vois en plus derrière des gens, enfin voilà, un article là de JDD.fr avec pourquoi Emmanuel Macron prépare la guerre contre la Russie, mais on est vraiment dans une configuration, mais presque à 100 ans près, identique à celle de 1929. C'est-à-dire qu'on a crash boursier presque, on peut le sentir venir. On a une crise économique, on ne la sent pas, on y est dedans, il suffit de le regarder, d'ouvrir les yeux. Et derrière, on est à l'aube d'un conflit, Troisième Guerre mondiale, à cause de gens comme, voilà, hein, comme dit dans cet article-là, pour faire la guerre contre la Russie, alors qu'on n'a pas d'armée, nous, en France. Alors, bien curieux de savoir comment on va faire la guerre contre la Russie. Bon, donc tout ça pour vous dire, voilà, donc ça c'est un peu je vais m'arrêter là sur la vidéo, mais c'est pour ça qu'on a un vrai sujet, je pense, entre l'actualité donc économique, crypto, géopolitique, donc moi tout est lié, hein, forcément. Et donc c'est pour ça que, je rappelle, je suis pas un conseiller financier, hein, bien évidemment, que l'idéal, c'est d'avoir un bag un peu dans tout, c'est-à-dire l'or et l'argent physique, au cas où le système traditionnel s'effondre, que la bourse s'effondre, un peu comme en 1929, mais surtout également aussi en 2008, on peut avoir le même schéma. Donc le bag or, argent physique, le bag crypto, parce qu'on voit que la crypto, là où je suis curieux de savoir, c'est est-ce que le crash boursier va atteindre également la crypto-monnaie. Je suis très curieux de savoir parce que comme on a le Bitcoin qui est de plus en plus considéré, notamment on le voit dans les pays qui sont déjà en crise économique et surtout qui ont la valeur de leur monnaie fiat qui est en chute libre, que font les citoyens? Ils se réfugient dans le Bitcoin. Là, je suis vraiment curieux et je me demande même si c'est pas une stratégie de BlackRock, tous ces gestionnaires d'actifs, s'ils n'ont pas anticipé déjà le crash boursier traditionnel. Et c'est pour ça qu'ils sont rués en masse, peut-être sur le Bitcoin. Vraiment, je me pose la question, hein. Pour dire, c'est une question que je me pose. Voilà. Donc, à voir, ce bag-là, mais comme ça reste numérique, est-ce que ce sera affecté par le crash boursier? À mon sens, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire vraiment. Je parierais sur le fait qu'au contraire, ça peut monter, parce que si s'il y a un crash boursier traditionnel, les flux vont quitter le marché boursier, ça va paniquer en masse, et peut-être rejoindre justement le Bitcoin qui en plus est en phase d'accumulation et d'explosion. Donc ça peut ça peut mener même jusqu'à un méga bull run à cause de ça. Pourquoi pas? Là, c'est vraiment des hypothèses. Et enfin, après, derrière, vous avez l'immobilier, mais bon, il faut avoir les sous. Les crédits en plus sont inaccessibles. Voilà. Et les actions boursières, bon ben voilà, si vous suivez le raisonnement, il vaut mieux pas y aller en ce moment pour les raisons que je vous ai citées au niveau de l'éventuel crash boursier. Bon, autant je fais fausse route, hein, sur toute la ligne, ne vous inquiétez pas, je vous le dis, hein, je le répète, je n'ai pas science infuse. Allez,
Sinon, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite également une bonne semaine. J'ai quasiment fini ma vidéo, enfin, sur le FET. Vous savez, sur la crypto FET, là, que je veux faire depuis une semaine. Enfin, j'ai pas trouvé le temps encore de vraiment la faire. Mais j'ai bientôt fini. Voilà, allez, la bise, ciao.